Espace politique, la parole aux partis politiques. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le premier numéro de votre émission Espace politique sur e-radio. Tous les mardis, ce sera le cas à partir de 16h30 jusqu'à 17h30. Aujourd'hui, nous recevons Abdou Khafor Touré, c'est le directeur général de la Compagnie Générale Immobilière du Sahel, membre de l'APR, parti au pouvoir. Bonsoir Abdou. Bonsoir Antoine. Et Pape Medoune Sow, responsable des cadres du Grand Parti. Bonjour Pape Medoune Sow. Bonjour Antoine. Alors, vous le savez, l'actualité est dominée par la publication de la liste provisoire des candidats à la présidentielle. Ils sont 5 à être retenus pour participer au scrutin du 24 février 2019. Il s'agit de Macky Sall, le candidat sortant, Idrissa Seck, le professeur Issa Sall, Madi Kenyan et Ousmane Sonko. Il y a sans doute deux recalés pour le moment, Khalifa Sall et Karim Wade. Pape Medoune Sow, que dites-vous de cette liste qui a été rendue publique par les 7 sages hier? Alors, bonsoir Antoine, je dis bonsoir également à Khafor, mon vis-à-vis, et je dis bonsoir à tous les auditeurs de e-radio. Pour aller directement à la question, comme vous dites, nous sommes vraiment très surpris des termes qu'on emploie un peu. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On en est à une liste provisoire qui a été sortie par le Conseil constitutionnel. Vous n'êtes pas sans savoir que cette liste, pour le moment, elle est provisoire. La loi dit 43 jours avant la date de scrutin, on va sortir une liste provisoire. C'est ce qui a été fait hier. Je vous signale que le Grand Parti est toujours dans la course, parce que nous avons eu droit à un recours que nous justifions et que nous avons justifié et motivé dans une lettre qu'on a... Nous reviendrons sur cet aspect précis. Mais les premières considérations vont porter sur cette liste, avec les deux recalés que sont Khalifa Sall et Karim Wade. Ça n'a jamais été une surprise pour nous. Nous savions très bien que les candidats qui vont aller à l'élection avaient bien été choisis par le président Macky Sall, qui a toujours voulu avoir 5 candidats. Ça avait fait l'annonce par hasard du Premier ministre qui avait tout juste dit que vous savez très bien qu'il y aura 5 candidats au niveau des élections. Donc ça n'a pas été une surprise. On s'y attendait beaucoup, pas un peu, mais beaucoup, et c'est ce qui s'est confirmé. Très bien. Alors, Abdou Khafor Touré, que dites-vous de cette liste, mais aussi de l'invalidation des candidatures de Karim Wade et de Khalifa Ababacar Sall? Merci Antoine, je voudrais vous remercier aussi de l'invitation et du plaisir que j'ai de participer à ce débat avec M. Pape Medoune Sow et saluer les auditeurs et auditrices de e-radio. Alors, je pense que nous sommes dans le cadre de l'agenda électoral. Le Sénégal vote en 2019, le 24 février. Et aujourd'hui, dans ce processus, nous sommes dans la phase de publication des résultats provisoires. Il y a 5 candidats qui sont sortis. Je pense que c'est bien pour la démocratie parce que ça permet une lisibilité du jeu politique. Ça permet... Qu'est-ce qui est bien, moins de candidats? Non, mais je pense que pour la clarté de l'offre politique, oui. Pour le discours, pour le choix des électeurs, c'est quelque chose qui est bien pour la démocratie. Parce que la démocratie, ce n'est pas l'anarchie. La liberté d'expression, ce n'est pas non plus la liberté de dire tout ce qu'on veut. Et au regard de la trajectoire démocratique de notre pays ces 7 dernières années et au regard des élections législatives passées où à peu près 4-5 listes, si on prend la liste de Benno Bokk Yakaar, la liste de la coalition SOPI, la liste de PUR et la liste de la coalition Kaddu Askan Wi et la liste de Taxawu Sénégal, il n'y avait que 5 listes qui avaient le coefficient électoral pour avoir un député. Ça veut dire 54 000 voix, qui était le coefficient électoral pour avoir un député. Il n'y avait que 5 listes. Ça veut dire que nous sommes dans une logique. Donc, ça veut dire que nous sommes dans une logique. Il fallait aujourd'hui entre 54
et 60 000, 0,8 et 1% de l'électorat en termes de parrainage citoyen et populaire pour être candidat. Et je pense que c'est logique si on se fie aux derniers résultats des élections législatives. Je pense sincèrement que ces résultats, il y avait une centaine de personnes, de personnalités qui avaient retiré les listes pour être candidats. Il y a eu 27 qui ont déposé, qui sont allés au bout du processus, et à l'issue d'un processus transparent, constaté avec des observateurs de la société civile, à peu près 20 candidats ont été recalés. Et sur ces 20... 22 20 oui. Dans un premier temps, oui. Par le parrainage. Oui. Par le parrainage, 20. Ensuite, il y a 7 qui ont passé le filtre du parrainage. Et parmi ces 7-là, les 2 qui ont été recalés, et je pense que sur les questions de droit, sur 2 cas différents, sur le cas de Karim Wade, je pense que si on regarde les considérants la décision du Conseil constitutionnel, c'est motivé. Pour Karim, tout ce qui était de bonne foi, oui. et savait depuis très longtemps que c'est une candidature qui n'est pas conforme avec les lois et règlements de ce pays. Et sur la candidature de Khalifa Sall, non plus, je pense que le juge constitutionnel a bien précisé et motivé sa décision de rejet de cette candidature. Très bien. Alors, Pape Sow, est-ce que les 5 candidatures retenues, ce n'est pas les gens les plus représentatifs de la classe politique, comme il l'a expliqué, en se conformant aussi, ou bien en se fondant sur les résultats des dernières élections législatives? Mais Antoine, je pense qu'il a tout dit. Qui étaient les plus représentatifs lors des législatives? C'était la coalition gagnante. C'était d'abord le président de la République avec sa coalition, Benno Bokk Yakaar. Ensuite venait la coalition gagnante, qui aujourd'hui a un candidat qui s'appelle Karim Wade, qui ne sera pas représenté. Qui suivait? C'était Manko Taxawu Sénégal, qui ont un candidat qui a été recalé également. Pour quel motif qu'on connaît? Quel que puisse être le motif, il n'était pas tout seul, c'était la tête de liste, Khalifa Sall. Il y avait d'autres, il y avait Malick Gakou, que nous représentons avec sa coalition. Toutes ces personnes qui étaient les plus représentatifs, les plus représentatifs lors des législatives, ne seront pas présents à la présidentielle. Et c'est là où il y a vraiment une contradiction. La démocratie commence par là. Si le pouvoir parlementaire, de par la représentativité, le fait de représenter le peuple sénégalais, avait choisi, comme vous le dites avec le quotient électoral, les gens qui devaient représenter le peuple là-bas, mais le minimum aurait été que ces personnes-là puissent aspirer à diriger ce pays-là. Et les 2 partis les plus forts, les 2 plus fortes coalitions ne seront pas présents à cette... Et justement, sur l'invalidation de la candidature de Khalifa Sall et celle de Karim Wade, il y a un grand débat. On a évoqué leur casier judiciaire, on a dit que Karim Wade n'est pas sur les listes électorales, et tout dernièrement, on l'a appris aussi pour Khalifa Sall. Arguments qui tiennent. C'est là où on fonde tout notre argumentaire pour dire que le ministre qui sera chargé des élections ne peut pas être le ministre de l'Intérieur actuel. Parce que c'est lui qui fait et qui défait les listes électorales. Aujourd'hui, nous ne cessons de réclamer la liste, le fichier général. Si on avait eu le fichier général, on aurait eu la confirmation que ces personnes n'étaient pas inscrites sur les listes électorales. Le ministre dit que le fichier doit être remis aux partis politiques 35 jours avant la présidentielle, ou avant le scrutin. Le ministre a fait une interprétation. Non, la loi ne dit pas ça. La loi dit au plus tard. Il leur est louable et permis de mettre à la disposition des partis politiques 35 jours, bien au plus tard 15 jours avant. Et la cartographie électorale 30 jours avant. Dans ce cas, il n'a pas violé la loi. Disons qu'il a fait une interprétation la plus intéressée possible de la loi. Et c'est là où on dit potentiellement, même pas potentiellement, on affirme qu'aujourd'hui on devrait avoir quelqu'un de neutre
Qu'est-ce qui s'est passé? L'interprétation également du Conseil constitutionnel de la loi sur le parrainage se fait toujours dans le sens qui va à l'opposé vraiment de ce que veut l'opposition. Et c'est ce que nous sommes en train de réclamer. Qu'il y ait une neutralité de l'administration, des institutions par rapport à cette élection-là. Donc, pour revenir à votre question, les coalitions et les partis les plus représentatifs de ce pays-là ne seront pas à l'élection si on suit cette logique-là. C'est pour ça que les recours fusent de partout. Nous avons fait notre recours hier et je suis sûr qu'aujourd'hui, vous avez entendu, Omar Sarr l'a dit, tout le monde va aller parce que personne ici n'est d'accord avec cette décision. Et ça, ce n'est pas de la démocratie. Justement, vous parlez d'absence de démocratie, manque de neutralité. Abdourafour Touré, oui, sur ces deux aspects précis. Mais vous savez, c'est quoi la démocratie? C'est quoi la démocratie? Mais la démocratie, c'est la représentation. Et quand on parle de représentation, on parle de représentativité. Et la représentativité, c'est quoi? C'est le poids réel sur le terrain. La démocratie, le jeu électoral, c'est pas le discours, c'est pas la communication, c'est l'occupation du terrain. Voyez-vous, moi, si je rentre dans cette considération aujourd'hui, en termes de représentativité, si on se fie comme instrument de mesure sur les dernières élections législatives, la coalition gagnante avait 500 000 voix à peu près. 500 000 voix, 555 000 voix pour être précis. Mais vous prenez les 5 hommes premiers. Madické Niang est candidat à l'élection présidentielle. Papa Diop était candidat à la candidature. Mamadou Diallo était candidat à la candidature. Donc ces gens-là, tu ne peux pas mesurer leur représentativité parce qu'ils étaient dans une coalition. Vous prenez la coalition qui est arrivée troisième, qui est la coalition Taxawu Sénégal, qui a eu à peu près 350 000 voix, pour extrapoler. Cette coalition a eu Khalifa Sall comme candidat, Malick Gakou comme candidat, Idrissa Seck comme candidat, Serigne Mansour Sy Djamil comme candidat. Vous voyez exactement cet éclatement-là. Est-ce que ces gens-là, individuellement, ont occupé le terrain, sont partis à la rencontre des populations? Est-ce qu'ils ont une présence sur l'ensemble du territoire national? Est-ce qu'on ne peut pas dire autant de toutes les coalitions, y compris celles du pouvoir? Mais la coalition, c'est pour ça. Je pense que ce qu'on peut aujourd'hui accepter pour le président Macky Sall, c'est de comprendre la réalité politique sénégalaise, c'est de comprendre fondamentalement les aspirations des populations et de construire, au-delà de son parti, une coalition forte, une coalition politique la plus large possible, aujourd'hui, qui agrège l'essentiel des forces politiques représentatives du pays pour être au service de nos concitoyens. Et je pense qu'aujourd'hui, vous savez, l'opposition n'a qu'à s'apprendre à elle-même. Parce que, elle est divisée, elle n'est pas représentative. Aujourd'hui, vous sortez sur tous les partis qui parlent ici. À part le Parti démocratique sénégalais, qui est à peu près cinquantenaire, toutes les personnalités, je ne les sous-estime pas, mais qui parlent ici. Vous enlevez le Parti démocratique sénégalais. À part Réumi, et même qui a eu son récépissé en 2012, il n'y a pas de parti qui a une historicité. Vous n'avez pas un leader politique qui a de fortes personnalités qui sont dans l'opposition. Vous avez El Hadj Malick Gakou, vous avez Pape Diop, vous avez d'autres personnalités comme Madické Niang. Mais je parle encore une fois, la politique, c'est la représentativité. Ce n'est pas la personnalité qui fait un appareil politique. Aller chercher 50 000 signatures, ce n'est pas une question de personnalité politique. C'est une question d'appareil. C'est une question de représentation et de représentativité dans l'essentiel des circonscriptions électorales de notre pays. Et ça, ce n'est pas une réalité. Les gens ont été à Dakar en pensant que la pression médiatique n'ont pas travaillé, n'ont pas vu venir les choses et se sont vus surpris par les événements et par le processus qui a été mis en place. Et aujourd'hui, ils sont encore là à pleurer. Je pense qu'il ne faut et on ne peut pas
se prévaloir de ses propres turpitudes. Je pense aujourd'hui, moi je regrette, tout comme toi, qu'une grande force politique comme le Parti démocratique sénégalais n'ait pas de candidat pour cette élection. Mais c'est la faute à qui? Est-ce qu'on peut incomber la faute de l'absence d'un candidat du Parti démocratique sénégalais à l'élection présidentielle, au pouvoir ou au Conseil constitutionnel ou à la justice? Non, je suis désolé. Parce qu'on connaît les conditions pour lesquelles il faut remplir pour être candidat à une élection présidentielle. Papso, Abdou Khafor Touré doute de votre représentativité en tant que parti de l'opposition. Oui, qu'est-ce que vous répondez par rapport à cela avec vos différents leaders comme Pape Diop, Malick Gakou, Idrissa Seck, entre autres? Alors, moi, je ne sais pas, Antoine, quand mon ami Khafor dit que l'opposition n'est pas représentative, ou du moins certains membres de l'opposition ne le sont pas, il a cité la coalition gagnante, qui a eu 550 000 voix. Il a cité Manko Taxawu Sénégal, qui a eu 350 000 voix, mais ça fait 900 000. 900 000 voix, ceux qui l'ont cumulé devraient pouvoir être qualifiés de représentatifs. Allons dans le parrainage. Uniquement, nous sommes allés, le grand parti est allé avec la grande coalition de l'espoir. Nous avons aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a déposé et validé 52 911 parrains. Et 8 888 parrains ont été rejetés pour cause de doublons. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Cause de doublons, ça veut dire que c'est de bons parrains, des gens qui vous ont parrainé. Par contre, la loi dit, ils sont déjà... Qui vous ont parrainé, mais qui ont aussi parrainé d'autres. Oui, mais ça veut dire que c'est de bons parrains. Mais ils sont déjà présents. On ne peut pas voter pour deux personnes en même temps. Ils sont déjà présents. Donc, quand vous me dites que quelqu'un, vous le prenez du côté du parrainage, aussi bien du côté du parrainage, le PDS a eu le nombre, ils ont été éliminés pour d'autres raisons. Vous prenez également Khalifa Sall, qui a passé l'étape. Malick Gakou l'a passé, en nombre. Peut-être les doublons posent un petit problème, mais en nombre, on a... On retiendra qu'il ne l'a pas passé. Non, on ne retiendra pas. On dira aujourd'hui que si le recours n'aboutit pas, peut-être qu'il ne le passera pas. Oui, justement, par rapport à ce recours, vous l'avez déposé. Est-ce que réellement vous y croyez, ou bien c'est pour juste vous aménager une porte de sortie? Vous savez, le disent certains. Vous savez, nous, Antoine, on n'a pas tout laissé. On n'a pas laissé les faveurs du gouvernement. On n'a pas laissé tous les privilèges pour aller faire dans la rue ou bien nous amuser. On a un bon vouloir, on a une bonne volonté, une vision pour ce Sénégal-là, parce qu'on pense que le pilote de cet avion-là ne le fait pas très bien. Donc aujourd'hui, si nous doutions un seul instant que notre recours n'est pas fondé, on n'a pas vraiment beaucoup de temps à perdre avec ça. On ferait mieux d'aller en coalition avec quelqu'un d'autre et point final. Mais la loi dit clairement, de par son article L57, vous pouvez le regarder, également de par l'article L121, que si un des candidats, du fait de doublons, il l'appelle de présence d'un parrain sur deux listes, ne pouvait pas avoir le parrainage, on lui permettait, après notification, de régulariser ces doublons-là jusqu'à concurrence du minimum requis par la loi. Ça veut dire 0,8%. On se fonde là-dessus. C'est très, très légal. Les textes sont là, que tout le monde ouvre. Peut-être la question que tout le monde se pose, comment le Conseil constitutionnel, qui a déjà publié la liste provisoire, reviendra encore sur l'histoire des parrainages? Heureusement que vous l'avez dit. Sinon, ils allaient publier une liste définitive. C'est parce qu'ils ont donné la possibilité, de par l'article 2 de la Constitution, de la loi organique qui organise la Constitution, la possibilité de faire des recours. Et c'est pour ça, justement, la loi est claire pour dire que 45 jours avant, on donne une liste provisoire pour permettre aux gens de rebondir et dire, écoutez, dans les 48 heures, ça également c'est une condition, il faut que ça se fasse dans les 48 heures, et seulement 35 jours avant la date de scrutin, la liste définitive va sortir. Oui. Pourquoi? C'est parce que dans les 48 heures, on met le recours. Là, le Conseil constitutionnel va statuer sur le recours sans délai.
Ils peuvent statuer demain, à partir de demain. Et au bout d'une semaine, c'est là qu'ils vont donner la liste des votes. Oui. Alors, dites-nous, quelle serait votre attitude si votre candidat ne passe pas? Malick Gakou, vous soutiendrez qui? Écoutez, cette éventualité ne s'est jamais posée. Il faut quand même la poser. Oui, certainement les militants vont en parler, parce que peut-être qu'il y en a qui perdront toujours espoir, mais nous sommes convaincus que si on applique le droit, et rien que le droit, pas de politique ni autre chose, mais cette candidature de la grande coalition de l'espoir passera. Très bien. Abdou Khafor Touré, sur les recours déposés par les candidats recalés pour défaut de parrainage. Non, je pense que je dois vérifier parce que mon ami et grand frère, M. Sow, se trompe sur le recours et sur les délais de 48 heures. Ce recours concerne la publication provisoire, concerne les 7 ans. Aujourd'hui, c'est Khalifa et Karim qui ont 48 heures pour faire un recours. Sur le parrainage, vous avez le droit, sur le parrainage, vous avez fait un recours sur le parrainage, mais ce recours n'a aucune chance, mais vraiment aucune chance d'aboutir, parce qu'au-delà de ce que tu avances, il y a un autre argument qui justifie que la liste de la coalition de l'espoir, la grande coalition de l'espoir, est recalée, c'est que vous n'avez pas assez de parrains, je crois, dans les 7 régions. Dans la région, sur une des régions, il manque encore des parrains. Je pense qu'il y a plusieurs critères. Donc, je crois que, j'ai écouté tout à l'heure, et encore, j'ai écouté tout à l'heure en venant le docteur Bérouba Guissé, sur ça, qui a une autre position, qui dit que nous n'avons aucun espoir. Différente de celle de Papso. Qui dit, tout à l'heure, dans le journal, nous n'avons aucun espoir par rapport au recours que nous avons déposé. Donc, je pense que ça, sur cette question-là, moi, je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Les décisions, pour une fois, et je pense que le Conseil constitutionnel a bien fait de motiver ces décisions et de rendre public. Et je pense qu'à ce niveau-là, vous n'entendez aussi bien les intellectuels, les juristes, la société civile et même les populations aujourd'hui se rendent compte que les choses ont été faites comme il se devait et qu'il n'y a aucun problème. Et donc, à ce niveau-là, je pense qu'il ne faut pas perdre de temps vraiment par rapport aux candidats recalés. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a que le président Malick Gakou que j'ai entendu déposer un recours. Mais à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas de... Vraiment, les choses sont claires. Oui. Très bien. Alors, Papso, les 20 ou 22 candidats recalés, bon, je vais m'arrêter aux 20. Quelle sera la réponse politique que vous apporterez face à la situation? Antoine, est-ce que tu pourras me permettre quand même de corriger mon frère? Je vous le permets. Allez-y. Alors, Khafor, je pense que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, encore une fois. Vous savez, la grande coalition de l'espoir, sur les 7 régions requises pour passer l'étape, du moins le point de... Nous en avons validé 11. Nous sommes les deuxièmes. La grande coalition avec Malick Gakou a validé 11 régions. Il reste une région, c'est Kaffrine, où ils nous ont enlevé 400 doublons et il nous faut 65 pour valider 12 régions, là où on en demande 7. Donc, allez vous allez regarder également les informations. Quand vous dites également qu'il n'y a que Malick Gakou qui a fait un recours, vous vous trompez. Allez au Conseil constitutionnel. Hier, à la journée d'hier, il n'y avait que Malick Gakou. Aujourd'hui, c'est là où on va aller vers les 48 heures, certainement. Donc, quand vous donnez des informations, quand même donnez aux auditeurs la bonne information. Non, parce que ça laisse à équivoque. Si on se permet de faire un recours aujourd'hui, c'est un recours par rapport à 546, par un nombre de 546 qui nous manque pour atteindre le chiffre de 53 457. On a fait 52 911, on a eu 756 doublons qui sont largement supérieurs aux 546 parrains qu'on nous demande. Vous comprenez? Voilà la vérité. En cas d'élimination, quelle réponse politique face à la... Vous savez, Antoine, on ne peut pas parler d'élimination encore. Élimination veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas candidat et ceux qui sont allés en coalition, il y a une possibilité de se coaliser avec d'autres. Aujourd'hui, même on ne parle pas de cette possibilité. Pourquoi? Parce qu'on est regroupé. Je parle de cette possibilité aussi. Oui, mais on est regroupé dans un front qui s'appelle le C25, qui a une plateforme qui est en train de lutter pour que ces élections se fassent de façon démocratique et transparente et saine. Il n'y a pas, aujourd'hui, la question ne se pose pas.
pour voir qui on devrait aller voir. On devrait poser la question pour voir comment faire pour que les élections soient transparentes et se passent de façon saine et non pas biaisées comme ça. Et c'est là où on en est. On a entendu quand même des partisans de Khalifa Sall et de Karim Wade dire que nous allons riposter. Vous êtes dans la même logique que... Tout le monde est dans la riposte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, après la bataille judiciaire que les gens sont en train de mener par les recours, si ça fait défaut, le plan B, c'est une réponse politique qu'on est en train d'ailleurs d'élaborer depuis le temps. Vous êtes bien sans savoir que vendredi dernier, les gens étaient au niveau de l'obélisque pour faire un sitting. Tous les leaders de cette plateforme de C25 y étaient présents et donnaient un message. On est en train de communiquer, de montrer... En même temps, j'ai entendu certains responsables de l'opposition regretter l'absence de mobilisation à l'occasion de cette manifestation. Oui, parce que là où on en est, on n'a plus besoin de mobiliser. Parce que je pense que l'injustice que les Sénégalais sont en train de subir est déjà ancrée dans tout. Aujourd'hui, aller dans les populations, les gens nous disent, de toute façon, vous perdez votre temps avec ce monsieur, tout ce qu'il veut faire, il le fera, et de façon injuste. Donc, on n'a plus besoin de les appeler pour quoi que ce soit, ils viendront naturellement. Et vous voyez le monde qu'il y a eu sans même avoir mobilisé. L'opposition promet la riposte. Commentaire en tant que membre du pouvoir. Je ne veux pas être arrogant, mais l'opposition, depuis très longtemps, promet la riposte. Mais comme j'ai l'habitude de dire à quelques de mes amis, vous êtes dans la résistance verbale. Ils ont été dans la résistance verbale, ils continuent d'être dans la résistance verbale, ils continueront dans la résistance verbale. Parce que le rapport de force, ils le savent. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des leaders de l'opposition, eux-mêmes, à la place de l'obélisque, la semaine dernière, le président Pape Diop a constaté l'incapacité de l'opposition à faire adhérer les masses, les populations, les citoyens à la cause. Et c'est quoi le problème? C'est eux-mêmes qui le disent. Hier, j'ai vu d'autres leaders de l'opposition dire eux-mêmes, constater qu'ils sont incapables de mobiliser la population à cette cause-là. Et donc, lorsque vous avez des difficultés pour mobiliser les citoyens, mobiliser spontanément, parce que le peuple sait que l'opposition ne se bat pas pour lui. Les populations sénégalaises savent pertinemment que l'opposition ne se bat pas pour elle. Et les populations constatent, parce qu'aujourd'hui, toutes les personnalités de bonne foi, si on sort du débat partisan, qu'on analyse objectivement la trajectoire démocratique, je parle du discours, le pays, les gens se lèvent, vont travailler, descendent, les écoles fonctionnent, les hôpitaux fonctionnent, les gens se soignent, l'économie marche. Il n'y a aucun problème dans le pays. Les gens vont tranquillement à leur occupation. Je veux dire, les problèmes politiques, il n'y en a pas. Aujourd'hui, les activités se déroulent normalement. Quand vous êtes dans un pays qui fonctionne ainsi, où sur le plan économique, vous avez une amélioration du cadre macroéconomique, où vous avez un bilan, où le pays avance, où on voit des chantiers, les populations, que ce soit dans les zones urbaines, que ce soit dans les zones rurales, que ce soit dans les zones périphériques, que les gens voient clairement que leurs préoccupations sont prises en charge, même si on vit dans un pays pauvre, même si on reconnaît qu'il y a des problèmes dans le pays, mais qu'il y a un effort par rapport au budget national, aux moyens de notre pays, d'allocation suffisante de ressources dans les secteurs prioritaires de développement. Nous sommes dans un pays où tout est urgent, où il y a une volonté politique réelle et un bilan. Et à partir de ce moment-là, le discours, s'il porte sur des questions d'électorat, sur des questions de conseil constitutionnel, sur des questions, mais c'est un discours qui n'accrochera pas les populations. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui à l'opposition, parce qu'ils sont dans le nihilisme absolu. Vous ne pouvez pas avoir des majeurs vaccinés qui voient des progrès et vous leur dire qu'il n'y a absolument rien dans le pays. Et c'est pourquoi le discours n'accroche pas. Très bien. Je rappelle que vous suivez Espace Politique, qui reçoit aujourd'hui Abdou Khafor Touré de l'APR et Pape Medoune Sow du Grand Parti. Alors, Pape Medoune Sow,
Abdou Khafor Touré semble dire que le président Macky Sall travaille très bien. C'est pour ça que l'opposition peine à mobiliser les masses. Je vais le reprendre au mot. Moi, je pense que les masses, les populations, il l'a dit tout à l'heure, ne pensent pas que l'opposition est là pour porter leur combat. Mais au moins, ça, c'est une hypothèse. Mais la certitude aujourd'hui, c'est que les populations sont sûres que le président actuel travaille pour des intérêts étrangers. Et qu'il n'y a rien qui est allé au niveau de leur vécu au quotidien. Et c'est le problème qu'on a ici dans ce pays. Il va me faire, certainement, il reviendra, hein, on y arrivera. Il va parler de croissance, de taux de croissance. Ils ont leur leçon, leur poésie qu'ils ont l'habitude d'imiter. Mais c'est une croissance, on ne cessera jamais de le dire, cette croissance, elle n'inclut pas les Sénégalais. Moi, je ne la sens pas, vous ne la sentez pas. Même lui ne la sent pas. Donc aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, vous savez, les bases du développement ou bien de l'émergence, d'abord, ça commence par une démocratie. Et quand à l'orée vraiment d'une opportunité de rendre ce pays dans un chemin où vraiment on parlera de développement durable, c'est asseoir une démocratie apaisée, à mettre en place un guide, quelqu'un qui serait là et qui aurait toute la légitimité qu'il faut pour faire prévaloir sa politique. Et c'est ce qu'on n'a pas. Comment on va faire d'ici 5 ans si on ne parvient pas à se mettre d'accord sur qui va nous diriger? Les populations, tout le monde le sait, la majorité a voté pour l'opposition durant les législatives. Ça n'aurait pas été leur fameuse règle qu'il n'a jamais voulu enlever et qui n'existe qu'au Sénégal dans ce monde-là. C'est la règle du Rogadou, mais il est minoritaire. Tous les sondages qui sont sortis ici lui ont donné quand même entre 32 et 34-35%. Ah oui, il y a des sondages qui sont sortis. Ce qu'on a vu passer un peu dans la presse, un peu partout, vous l'avez vu, vous savez, c'est toujours du 34, etc. Mais le vote réel, l'élection réelle, les législatives, on ne peut pas on ne peut pas le contester. Lui a donné 49%. Mais c'est même pas, le chiffre n'importe peu. Mais ce qu'il faut voir, c'est d'où il vient. Le président Macky Sall a eu toute la légitimité, tout le support dont un président pourrait rêver pour être à même de guider son peuple. De 65%, au bout de 7 ans, il est tombé à 49%. Mais c'est justement, vous m'amenez à vous poser la question suivante. Macky Sall face à l'opposition en 2019. Comment vous envisagez la présidentielle à venir? Nous n'envisageons rien. On va mettre en place la volonté populaire. Et la volonté populaire, aujourd'hui, c'est de le rendre minoritaire et de le chasser de ce pouvoir-là. C'est pas compliqué, hein. Je veux dire, allons aux urnes de façon transparente et que les 1 600 000 cartes qui sont aujourd'hui retenues par le ministre de l'Intérieur et qui ne veut pas distribuer aux potentiels votants, aux primo-inscrits et autres, donnez-leur leur carte, mais il n'ira peut-être pas au deuxième tour. Peut-être pas. Très bien. Abdou Nous le pensons. Oui, votre candidat fera face aux différents candidats de l'opposition et même face à ceux qui sont recalés. Est-ce qu'on ne va pas vers une élection présidentielle à risque pour votre candidat, pour me répéter? Non, mais moi, si j'analyse le réel, si on analyse de façon objective, si une élection présidentielle, c'est une offre politique portée par un homme pour son peuple. Donc c'est un dialogue direct entre un projet et les aspirations d'un peuple. C'est cela. Et si l'on se fie à cela, je pense que l'objectif du candidat, de notre candidat, c'est de parler aux populations. Il a travaillé pendant ces 7 ans. Il a présenté un bilan aux Sénégalais. Il a un nouveau projet pour le quinquennat à venir. Et c'est autour de ça que nous allons discuter. Et à partir de ce moment-là, on ne cherche pas à faire plaisir à l'opposition. On ne cherche pas à convaincre l'opposition. Je pense que le défi pour notre candidat, c'est de montrer aux Sénégalais qu'il a travaillé pour eux et c'est de montrer aux Sénégalais que le cap et le projet qu'il porte est le mieux pour leur avenir. Vous savez, l'opposition ramène tout. Tout à l'heure, on avait commencé
surtout aux questions électorales. Et c'est pour ça, et c'est pour cela que le discours de l'opposition n'accroche pas les populations. Parce qu'aujourd'hui, en vérité, les Sénégalais ont besoin de quoi? Les Sénégalais ont besoin de savoir que leurs enfants vont à l'école et auront une éducation de qualité et auront un avenir. Les Sénégalais veulent quoi? Les Sénégalais veulent se soigner. Les Sénégalais veulent quoi? Quel que soit l'endroit où ils se trouvent sur le territoire national, que ce soit à Kédougou, que ce soit à Dakar, qu'ils aient accès à des soins de qualité et à moindre coût. Vous savez, M. Sow, moi, ça fait plus de 10 ans, bientôt 13, où je suis dans la haute fonction publique, où je vois l'évolution. C'est ce qu'on dit quand on dit que le pays progresse. Ce n'est pas une question de régime, et c'est étayé. Vous savez, le Sénégal, en 2000, le budget du Sénégal, vous savez c'était combien? En 2000, le budget du Sénégal, c'était 500 milliards de francs CFA. 500 milliards de francs CFA. Entre 2000 et 2019, le budget du Sénégal est aujourd'hui de l'ordre de 4 000 milliards de francs CFA. Vous savez, en 2000, l'investissement public, c'était à peu près 130 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, sur les ressources internes du Sénégal, vous avez plus de 2300 milliards d'investissements sur le budget public qui porte le développement du Sénégal. C'est ça, ce sont des efforts. Et ça concerne tous les régimes. Et ça concerne. Je dis, oui. Moi je parle à partir de 2000, où là où Wade a pris le pouvoir. Et quand Wade partait en 2012, le budget était aux alentours de 2300 milliards. Vous savez, entre 2012, 2300 milliards, aujourd'hui 2019, 4000 milliards de budget, sur l'investissement public, plus de 60% des ressources internes qui sont réinvestis pour le développement, pour porter les infrastructures, pour porter le programme comme de rattrapage des infrastructures en milieu rural. Vous allez, c'est peut-être que vous n'êtes pas jamais parti à Fongolemi, où entre Kédougou et Fongolemi, sur 12 km, on faisait 4 heures de temps pour faire 12 km parce que c'était sur une montagne. Il n'y avait pas de voie depuis 1960 jusqu'aux années 2000. C'est parce que si vous connaissez ces réalités-là et vous discutez qu'il y ait aujourd'hui, vous faites 10 minutes ou 15 minutes pour faire Fongolemi-Kédougou. Si vous dites, vous allez à Fongolemi, vous dites qu'il n'y a pas de développement, qu'on ne travaille pas pour ces gens-là, les Sénégalais ne vont pas vous écouter. Si vous allez en Casamance, vous le savez, il faut faire depuis 1960, 8 heures de temps pour quitter Dakar, pour rallier Ziguinchor. Aujourd'hui, avec l'inauguration du pont de Farafenni, vous allez mettre 4h30 pour faire rallier Dakar, Ziguinchor. Si vous allez dire à ces populations-là que le Sénégal, il n'y a pas de développement, on ne travaille pas, vous pensez que ces gens-là vont vous écouter? Ils ne vous écouteront pas. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a une équité territoriale. Moi, je pense que c'est là... Moi, ce que j'attendais l'opposition, et je dis, le discours est déconnecté. Aujourd'hui, vous savez, je le dis, parce que nous étions là, le Sénégal a dépassé. Personne ne peut voler des élections ici dans notre pays. Moi, j'ai cette conviction que personne, les Sénégalais n'accepteraient jamais qu'on confisque leur volonté. Demain, si Macky Sall devait perdre les élections, il acceptera la volonté des Sénégalais. Mais si vous voulez gagner les élections, on ne peut pas confisquer autant, Macky Sall ne peut pas confisquer la volonté populaire, autant l'opposition n'accédera pas au pouvoir par des voies détournées ou en créant la violence. Permettez à Pape Sow quand même d'apporter... Parce que c'est ça votre discours. Vous avez dit on va apporter la réponse Abdou Khafor, vous aurez la parole après. Permettez à Pape Sow maintenant de réagir sur ces éléments que vous avez soulevés avant d'entamer un autre point du débat. Alors, sur ces points précis. Vraiment, moi, je suis étonné, Antoine, parce que vraiment, Khafor, quand il se met à comparer le budget de 2000 au budget de 2019, il comprendra que déjà entre 2000 et 2019, c'est deux périodes différentes du fait de la dévaluation. C'est l'évolution du budget. Oui, mais c'est de 2000 il à 2000. Il n'a pas intégré la dévaluation. La dévaluation, c'est 94. Laissez-moi finir. Il n'a pas intégré la dévaluation de la monnaie. Il n'a pas intégré la dépréciation de la valeur du franc CFA par rapport à l'euro.
Et ça, il ne l'a pas intégré. Mais ça, c'est 94, non. Quand écoutez, même. Moi, écoutez, bravo, vous savez, vous parlez avec un financier. Vous, Oui, vous êtes mais... un politicien, moi, je suis un non, financier. Moi, je suis pas... Donc, non, je suis économiste. Laissez-moi finir. Je ne vous ai pas coupé. Abdou Khafor, je ne vous ai pas coupé, s'il vous plaît. Vous avez parlé 10 minutes. Laissez-moi parler et après, on continue. C'est moi qui je me tais. Non, c'est moi qui tiens le chrono. Et c'est là, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, je vous écoute pas. Papso, allez-y. Abdou Khafor, vous n'avez pas la parole. Papso, allez-y. Donc, tout ce qu'il dit, et je condamne fermement le fait de toujours se mettre à la radio et à dire des choses qui sont vraiment des contre-vérités. Ce pas des périodes qu'on peut comparer, elles ne sont pas comparables. Et ensuite, c'est quoi un budget? Un budget n'est qu'une prévision de dépenses et de recettes. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a pu réaliser ces budgets-là? Vous savez que chaque année, au mois de juin, je pense la Cour des comptes fait un rapport par rapport à l'évaluation. Est-ce que ce qu'on avait budgétisé, on l'a réalisé? On n'en parle jamais. Mais c'est bien beau de se mettre quelque part et d'écrire et de griffonner. Bon, on va faire 4 000 ou 5 000, on va faire 5 000 milliards de budget. Là, ils sont à 4 milliards. Mais à quel coût? Comment on finance tout ça? Est-ce qu'on le dit? Vous savez aujourd'hui, combien on est au niveau du service de la dette? Dites-nous. Avant les nouvelles négociations sur le TR, on était à 840 milliards par an. Ça veut dire qu'on paye un service de la dette, intérêts et remboursement de capital inclus. On paye plus que le budget qu'il annonçait. Le budget était 500 milliards. Nous, on se retrouve tout le temps à payer chaque année à peu près 860. Ça va être 860, 870 milliards. Vous savez ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les problèmes économiques qu'on a ici au niveau du Sénégal, le problème de trésorerie, parce que vous savez hier que les étudiants étaient dehors parce qu'ils n'ont pas reçu leur bourse, encore une fois. On met une priorité au niveau du service de la dette, mais extérieure. Ça, on ne fera jamais défaut. Et on condamne par conséquent la dépense intérieure. Les entreprises sont moroses, l'économie est morose, les entreprises se meurent. Et voilà la réalité, la triste réalité. Quand vous dites, vous ne vous déplacez pas à Fongolemi, mais que si on se déplace à Fongolemi, on est partout. Vous savez, on est une représentation politique. Comme je vous dis, on a fait 12 régions, hein, on les a validées au niveau du parrainage. Donc on sait exactement ce qui se passe dans ce pays-là. Vous avez fait 11 ans d'administration, moi ça fait 30 ans que je suis dedans. Donc, 30 ans, je sais exactement ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé à un très haut lieu. Vous vous renseignerez sur moi après, peut-être. Alors, aujourd'hui, pour en revenir aux populations, parce que c'est de ça qu'il s'agit, le vécu au quotidien de ces populations ne sentent pas tous ces chiffres-là. Les populations sont en train de crier pour l'autoroute. Les populations se disent, bon, un TR, c'est vrai, mais on ne va pas y participer. Ce qui importe pour nous, c'est comment, tous les jours, quand on se réveille, qu'on puisse manger à notre faim, s'éduquer. Il l'a dit, l'éducation, la santé. Mais c'est les deux problèmes du gouvernement aujourd'hui, l'éducation, la santé et la justice. Heureusement que récemment, il y a eu, hier, avec l'autre syndicat, ils ont trouvé une entente. Mais c'est toujours les problèmes, c'est les problèmes que vous voyez, et ça touche directement l'IDH. L'indice de développement humain, qui est un indice de développement, est basé sur 3 critères. L'éducation, la santé et le niveau des revenus. Justement, et les deux ne marchent pas. Justement, il vous reste 2 minutes pour votre temps de parole. Oui. On va parler du TER, qui a été réceptionné hier par le président Macky Sall, qui a soulevé beaucoup de débats, tant pour sa pertinence ou non, que pour son coût. Le dernier chiffre avancé par le président Sall, c'est 656 milliards. Mais l'opposition parle de plus d'1 milliard. Alors, pourquoi... De 1000 milliards. Oui, 1000 milliards, excusez-moi. Pourquoi vous dénoncez ce projet, le TER? Mais avant cela, avant de répondre à cette question, revenons sur sa réception en attendant son opérationnalité dans 6 mois. Vous savez, avant, on se disait, on va inaugurer. À l'approche d'une élection, on n'inaugure plus. On est en train de réceptionner. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre le train. La même chose s'est passée avec Ila Touba. Rien n'est prêt. C'est du leurre. Rien n'est prêt. Je réceptionne, ça veut dire, bon, je vais essayer. Ils en sont à la phase de test. Ce train ne sera pas inauguré avec des voyageurs qui le prendront d'ici 1 an ou 2 ans. Voilà un peu les estimations. Le président Sall parle de 6 mois. Vous n'y croyez pas? Tant bien même que ce serait 6 mois
quelle est l'opportunité de réceptionner cet ouvrage-là maintenant? Parce qu'on va à l'élection. C'est terminé tout ça. Les gens voient. Les gens ne sont plus aveugles, comme on dit. Les gens ne le sont plus. Quelle est l'opportunité de le faire avec tout ce que ça comporte comme mécontentement? Vous avez vu ce qui s'est passé à Rufisque, mais le train est passé devant une foule pratiquement tout en rouge qui décriait les mesures qui devaient accompagner l'indemnisation des impactés. Les désimpactés, l'indemnisation. Oui, là aussi, on parle de 50 milliards. Mais surtout, 2500 parcelles. C'était pas la majorité de ceux la construction d'un marché moderne à Thiaroye, entre autres. Mais ceux qui se battaient hier à Rufisque, c'est parce qu'ils ont vu le train n'a pas respecté vraiment la distribution un peu de leur village. Comment ils devraient pas. Ils sont coupés entre les deux. Et voilà le problème qui se pose parce qu'il n'y a pas les passerelles, il n'y a pas beaucoup de choses. Oui. Donc, c'est des projets qui sont à moitié finis, qu'on essaie de colmater, si on peut le dire comme ça. Très bien. Et voilà le TER, projet inopportun, comme dit l'opposition. Oui, votre argumentaire là-dessus. Non, mais je pense que l'opposition est dans son rôle. Je voulais faire une petite précision tout de suite parce que je ne veux pas laisser passer cela avant de venir sur le terre sur 1 minute. C'est-à-dire que vous me prenez sur nous. Vous savez, nous sommes des hommes politiques et nous l'assumons. Non, vous étiez dans l'opposition. Non, mais attendez. Non, mais je ne peux pas me méprendre. Vous étiez chez nous. Je vous écoute. Nous n'avons jamais été ensemble. Voyez-vous, je n'ai jamais été dans l'opposition avec vous. D'abord, la première chose. Deuxième chose, c'est qu'au-delà d'être des hommes politiques, nous sommes depuis notre tendre jeunesse. Mais moi, ce dont je parle, quand je parle de politique publique, je sais de quoi je parle. Parce qu'au-delà d'être un homme politique, moi, je suis un spécialiste des politiques publiques. Et je suis sorti des grandes écoles européennes. Pour votre information, je suis sorti de Sciences Po Lille. Et ce que je dis, je le sais, au-delà d'être un homme politique. Sur le terre, je pense que, vous savez, aujourd'hui, dans 10 ans, dans l'agglomération, dans la région de Dakar, vous prenez de Dakar à Keur Ndiaye-Lo, Bayar, il y aura plus de 15 millions de Sénégalais qui vont vivre dans ce périmètre-là et dans 10 ans, le Sénégal aura 30 millions de Sénégalais. Gouverner, c'est prévoir. Ce n'est pas légiférer pour aujourd'hui. On vous l'apprend en politique publique, on vous l'apprend en sciences politiques. C'est pour demain. Ce n'est pas pour des gens qui cherchent un poste ou des gens qui pensent qu'ils peuvent prendre la place de Macky Sall. C'est ça le terre. Le terre, c'est que demain, il y aura plus de 3 millions de personnes, 15 millions de personnes qui vont vivre dans ce périmètre-là qu'il va desservir. C'est pour ces gens-là qu'on a investi 680 milliards ou 700 milliards pour cela. Parce que vous avez aujourd'hui les 2 plus grands investissements ces 5 dernières années dans la lignée, dans la suite des grands projets d'infrastructure qui ont été posés. C'est ça l'ambition pour développer notre Sénégal. C'est le projet Ila Touba pour 320 milliards. C'est le terre et c'est comme ça qu'il faut continuer pour avoir dans le quinquennat qui arrive le chemin de fer pour un montant d'investissement de 1000 milliards. C'est ça l'ambition. Ça, c'est pas de la théorie. Ça, il faut connaître et il faut avoir l'ambition pour y aller. Et je ne vois pas aujourd'hui quelqu'un dans l'opposition qui nous parle de projets, qui nous parle de programmes, qui nous dit voilà comment on va développer ce pays-là. Et je crois que, vous savez, aujourd'hui, et je dis encore une fois, je dis, le problème de l'opposition, on n'est plus dans la démocratie électorale. Vous savez, les conquêtes démocratiques, et je le disais tantôt, ont été menées dans les années 90. Sur les questions de code électoral, sur les questions de fichier électoral, sur les questions de transparence, sur les questions d'isoloir. Ça, c'est acquis. Personne. Et je le répète encore une fois, Macky Sall ne peut pas voler des élections dans ce pays. Parce que les Sénégalais s'opposeraient à cela. Aujourd'hui, ce dont on doit discuter, c'est que nous avons une population de 60% moins de 35 ans. Aujourd'hui, nous avions, il y a quelques années, 4 universités. Aujourd'hui, nous avons 2 universités. Nous avons 4 universités. Il y a une carte universitaire qui est redessinée. La population sénégalaise va doubler dans les 10-15 prochaines années.
combien d'universités on va construire, combien d'argent il nous faut pour construire des universités dans toutes les régions, pour avoir des instituts de formation professionnelle, pour que nos ressources humaines, parce que c'est une valeur que nous avons, comment il faut anticiper pour exploiter nos ressources minières, nos ressources gazières, nous passons notre économie. C'est ces débats-là, et c'est des débats sur lesquels on n'entend pas l'opposition, on les entend sur le fichier électoral, on veut confisquer, on a volé les élections, on va brûler le pays. C'est sur ça. Et c'est ça, pourquoi les Sénégalais ne vous suivront pas dans ce que vous voulez. Justement, sur ces critiques, on vous les fait très souvent. L'opposition n'apporte pas, disons, d'éléments constructifs par rapport à l'économie, par rapport à l'environnement. Qu'est-ce que vous répondez justement vous apportez quoi comme réponse Antoine, à de telles critiques? Vraiment, Antoine, il faut vraiment être aveugle, sourd et muet pour ne pas avoir perçu que l'opposition n'a pas cessé de donner des offres. L'opposition n'a pas cessé de clamer cet endettement infernal. L'opposition n'a pas cessé de donner, nous-mêmes, grands partis. Il y a 11 ou 12 mois de cela, on a proposé notre programme alternatif Soukha du Sénégal. C'est un programme... On ne reviendra pas là-dessus pour éviter la propagande. C'est juste pour vous dire que les offres existent partout. Vous avez d'autres leaders de l'opposition qui ne cessent pas. Non, vous avez fait l'effort. Non, le grand parti a fait l'effort. Laissez-moi finir. Oui, il reconnaît vos efforts. Non, il reconnaît vos efforts. Mais je ne parle pas vraiment pour nous uniquement. Vous parlez de façon individuellement, de façon générale. Chacun, tous les leaders de l'opposition n'ont pas cessé de donner les bonnes directions, de prévenir, d'attirer l'attention sur le fait, parce que ça, c'est une proposition. Écoutez, que je vous dise en tant qu'opposant, parce que c'est mon rôle que vous dirigez, là où vous vous dirigez, la direction que vous avez prise n'est pas la bonne, l'endettement n'est pas bon, les opportunités d'investissement que vous choisissez ne sont pas bonnes. Personne n'a voulu écouter. Et c'est maintenant qu'on vient nous parler de l'opposition. Non, vous vous méprenez, vous vous trompez quand vous dites que le processus électoral, on ne peut pas voler une élection au Sénégal. Les élections se biaisent. Maintenant, entre le français, entre biaiser et voler, quelle est la frontière? Ça veut dire aujourd'hui, si vous avez les deux, nous ne parlons pas d'une élection le jour du scrutin. On parle du processus électoral. Le processus est déjà biaisé. Pourquoi? Parce que les partis, les candidats les plus représentatifs de ce pays-là, qui pourraient forcément éliminer même le président Macky Sall dès le premier tour, ne seront pas présents. C'est pour ça on dit attention, on veut un processus transparent. Et je veux dire, les fins politiques, des fois les fins politiciens, même pas les politiques, qui ont tout fait pour ne pas donner pour ne pas permettre aux populations de faire leur libre choix par rapport aux personnes les plus représentatives potentiellement qui pourraient en tout cas être représentatives et briguer les suffrages des Sénégalais. Et c'est de ça qu'on parle. Maintenant, quant à dire effectivement, tu peux pas aller, il y a les journalistes un peu partout dans les urnes, il s'agit pas de ça, on sait très bien. Le fichier général dont on parle, le débat a été posé depuis quelque temps. Il y a 1, 2, 3 fichiers. Mais n'est-il pas plus simple de venir taire tout le monde et de dire voilà le fichier général? C'est ce que vous attendez du ministre de l'Intérieur. C'est ce qu'on attend d'un ministre de l'Intérieur neutre. Parce qu'une élection devrait être transparente et ôter de l'esprit des gens tout soupçon, tout doute par rapport à quoi que ce soit. Si, comme vous le dites, M. Khafor, votre politique gouvernementale a été bonne, si vous avez un bilan qui est reluisant, que tout le monde pourrait apprécier, mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Si vous êtes majoritaire, faites-le. Vous ne le ferez jamais. Oui, qu'est-ce qui empêcherait au ministre de l'Intérieur de mettre le bon fichier à la disposition de l'opposition? En une minute, parce que nous sommes au terme de cette émission. Oui, c'est ce que réclame l'opposition. Elle parle de 3 fichiers. Mais ça, c'est la théorie du complot. Ça, c'est mon grand frère Samuel Sarr qui a sorti cette théorie-là. Mais bon, il n'y a pas 3 fichiers. Il y a un seul fichier. C'est pour ça que les Sénégalais ne les prennent pas au sérieux. Il n'y a pas 3 fichiers. Non, mais moi, je voulais dire, pour qu'on reste plus sérieux, je reconnais que l'effort
que le grand parti a fait depuis un an. Naturellement, on est comme ça. De donner le programme PASS, même si vous promettez de donner le revenu universel, le revenu minimum d'insertion à 50 000 francs pour les étudiants. Non, pas les étudiants, c'est ça? Non, bourse de 50 000 et le revenu minimum universel universel, vous l'appelez, ou insertion pour tous les jeunes Sénégalais, ce qui est archi impossible. Il y a des propositions chimériques. Mais vous avez fait l'effort d'avoir un programme. Mais il n'y en a pas 2-3 partis. Et après, c'est Réumi qui l'a fait et on ne peut même pas considérer ça comme un programme. Mais je pense, et c'est dommage que Gakou ne soit pas présent pour la campagne. Il est présent, il est bel et bien présent. Ça ne me désespère pas. En tout cas, merci. Nous sommes au terme de cette émission. Merci à vous, Pape Medoune Sow. Vous êtes le responsable des cadres du grand parti. Merci à vous, Abdou Khafor Touré. Merci beaucoup. Vous êtes également membre de la paix. C'était un immense plaisir d'être dans ce studio pour le premier numéro de Espace Politique sur e-radio. Au micro, Antoine Diouf, à la technique Pierre Dien et Serine Salioudem. Excellent après-midi en compagnie des programmes de e-radio. Espace Politique, la parole aux partis politiques.